nous sommes victimes de la concurrence que les Amis de la Liberté se font à eux-mêmes, puisque nous n'avons pas pu faire autrement que d'organiser 2 événements le même jour. Donc, 3e séance de ce séminaire, qui va être assurée par quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais que nous allons connaître, Maria Donzelli, qui est napolitaine, c'est une napolitaine, une italienne napolitaine, et elle était professeure émérite en philo à l'université de Naples-l'Oriental. Et elle est très liée à la France aussi, pour diverses raisons, mais donc nous sommes très heureux de l'accueillir pour la première fois. Je salue aussi son mari, Dominique, qui est au 2e rang. Je le salue amicalement. Donc, pour un sujet qui est les médias et la promotion du néolibéralisme. Et avant qu'elle nous prenne la parole, je me permets de vous indiquer ce livre qui est tout à fait dans l'esprit des conférences que nous proposons dans le cadre de ce séminaire. Ce livre, il est de Thomas Porcher, Traité d'économie hérétique, avec comme sous-titre « En finir avec le discours dominant ». Thomas Porcher, il est membre des économistes atterrés. Il est prof à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur associé à la Paris School of Business. Donc c'est un très beau petit ouvrage qui décortique en une quinzaine, une vingtaine de thèmes, qui décortique les principales idées dominantes que l'on nous assène à longueur de journaux du 20h, etc. Bonjour Fanny. Alors, voilà. Traité d'économie hérétique. Traité d'économie hérétique. Traité d'économie hérétique. Ah. Aux éditions Pluriel. Hérétique. Voilà, Maria, à toi. Thomas. Merci. Alors d'abord, je remercie les Amis de la Liberté, Daniel et Jean Roplin qui n'est pas là, qui est mon cher ami et collègue avec lequel on a fait pas mal de travail ensemble dans les universités d'Élise. Et en plus, je veux me souvenir même de mon cher ami André Tozel, avec lequel on a travaillé beaucoup à la Sorbonne. On a beaucoup collaboré. Bon, je vous propose un sujet qui, comme je disais à Daniel, à mon avis, il n'est pas tellement retenu un sujet important, parce que les médias, c'est une chose, comme on va voir, très importante, et c'est la clé, comme on va voir, de la diffusion du néolibéralisme aujourd'hui. Alors, le néolibéralisme est la dernière idéologie admise par notre civilisation, qui d'ailleurs est en train de s'écrouler. Ceux qui soutiennent cette idéologie sont les patrons du monde à partir du système de communication, information, spectacle, culture. Je vous signale que 500 multinationales avec au sommet les 5 plus puissantes multinationales qui contrôlent l'informatique et l'information. Donc ce n'est pas une petite chose. Un des mécanismes de cette idéologie dominante est le bouleversement de l'ordre naturel d'abord. L'Occident est en lutte contre la nature, par exemple, contre ses lois, contre sa pérennité, et le seul tabou indiscutable est l'idéologie économique, financière et ses implications existentielles. Le monde tourne autour d'un moteur immobile,
le marché, considéré comme le seul démiurge. Toute la création, chaque être vivant n'est rien d'autre que marchandise à exploiter, consommer, détruire. Et les multinationales nous ont persuadés que cette situation est normale et que le but fondamental de l'animal humain est de consommer. Les consommateurs et ceux qui changent, achètent et vendent, utilisent et jettent. On peut dire que notre civilisation est devenue la civilisation des déchets. Donc, selon l'idéologie néolibérale, l'être humain est dans ce monde pour un seul but: changer biens et services, les consommer et accumuler de l'argent. La première opération culturelle, historique et métapolitique qu'on devrait faire est de démonter cette folle croyance. Parce que, vous voyez, il faudrait réfléchir sur le fait que le néolibéralisme est une construction humaine, comme toute idéologie d'ailleurs. Une idéologie qui a été produite dans le XXe siècle, mais elle n'est pas du tout une fatalité, évidemment. Et nous devons pouvoir la discuter comme telle, en appliquant la méthode de la déconstruction et de la démythisation qui a été utilisée avec succès pour détruire les fondements de la civilisation européenne, d'ailleurs, non, pendant les dernières 50 années. En même temps, par contre, il faudrait remettre en place le concept de bien commun. Une idéologie, une société, une vision du monde qui enrichit une petite minorité, tout en excluant les autres, doit être rejetée parce qu'elle est fausse, n'est pas fonctionnelle. Et en plus, elle est fondée sur des bases erronées. Ces présupposés ont toutefois engendré un sens commun, un climat favorable utilisé par les patrons du monde dont je vous ai parlé, pour s'assurer non un vrai consensus, mais la diffusion des masses transformées en esclavage volontaire. On le sait, chaque tyran conserve son pouvoir jusqu'à quand ses sujets le permettent. Et l'homme contemporain semble préférer l'esclavage plutôt que la liberté. La clé du succès du néolibéralisme est dans la croyance généralisée de l'idée de progrès, revisitée comme croissance de la production économique et des profits, non du travail, attention, est fondée sur la technologie, sur la révolution informatique, sur la coïncidence entre l'espace et le temps déterminé par la communication digitale. Donc, le monde est devenu un grand centre commercial où on peut satisfaire, avec la carte de crédit fournie par le même système, désirs, caprices, pulsions amplifiés par la publicité, par la télé, par les social media, etc. Et qui en plus sont présentés comme les droits inaliénables de l'homme nouveau. En réalité, comme l'explique Andrea Ventura dans son livre dont le titre est Il flagello del néolibéralisme, le fléau du néolibéralisme, qui vient de sortir en Italie, le système des besoins fondamentaux a été remplacé par un système des exigences induites, créé et inventé chaque jour par le marché et ses instruments médiatiques. Or, avant d'aborder spécifiquement le thème du rôle des
médias traditionnels et des nouveaux médias dans la diffusion de cette idéologie dévastante, je voudrais vous indiquer ses conséquences les plus évidentes qui concernent notre vie quotidienne en tant qu'individu et en tant que société. Alors, d'abord, il y a une conséquence qui concerne le langage, la communication verbale entre nous, la politique en tant que pouvoir. Aujourd'hui, on reconnaît seulement au langage de la science technologique la capacité de représenter la réalité et de produire des formes d'évolution sociale qui vont vers la direction unique indiquée par l'idéologie néolibériste. Cette direction, entre autres, est le pouvoir sur les consciences et leur soumission au profit de la productivité économique globale, soumis au système qui trouve ses formes extrêmes dans l'autoreproduction financière et qui s'éloigne de plus en plus de la productivité réelle. L'autoréférence des technosciences au service de ce système par rapport à la réalité, à sa compréhension et à son actualité, conduit notre raison à s'occuper exclusivement de nourrir le pouvoir et de produire l'argent qui est son signe manifeste et symbolique. Cette utilisation de la culture scientifique vide et limite d'emblée l'importance de ces découvertes qui devraient être utiles aux hommes. Les sciences ainsi sont réduites à des pseudosciences et on verra comment ça se produit. La conséquence primaire de cette attitude d'un côté l'émargination de toute forme d'intérêt humain et de bien-être collectif par rapport à l'appareil productif, de l'autre, l'utilisation perverse de cette émargination conduite avec persévérance par le pouvoir politique. Celui-ci se sert des technosciences, surtout dans le secteur de l'information et de la communication, pour diffuser le modèle du système, pour organiser les consensus d'une manière subtilement antidémocratique, parce qu'elle contribue à la séparation entre la connaissance et la dimension éthique, à l'abandon de l'activité critique et à la cession de toute volonté individuelle au pouvoir d'une information-communication pilotée. En somme, un affaiblissement progressif de la réflexion et un détournement de l'opinion publique. La guerre récente dans les pays à régime totalitaire contre la liberté de l'information et la manifestation de l'intolérance du pouvoir constituée vers ceux qui essayent de rendre intelligibles les actions du pouvoir et d'exercer une fonction de contrôle sur le pouvoir en place. Dans les pays dits démocratiques, la forme institutionnelle est caractérisée par une action gouvernementale qui doit être d'abord publique. Cette caractéristique est typique des parlements dans les démocraties représentatives. Mais aujourd'hui, il semble qu'elle a été transférée sur l'arène de la télé, des mass media, d'Internet, des social networks, et le rôle et la responsabilité du système de l'information sont devenus essentiels à l'exercice du pouvoir. Et les lieux institutionnels du débat démocratique semblent de plus en plus se vider de signification et de leur rôle. Pensons à l'utilisation des Twitters de la part des chefs d'État et des gouvernements, ministres, leaders politiques, pour communiquer au peuple les décisions prises par le gouvernement ou par leur institution ou pour manifester leur opinion personnelle. Pensez par exemple à Trump qui chaque matin, il lance
c'est Twitter et communique directement avec son peuple, directement, sans médiation, aucune médiation. En même temps, les conflits avec le pouvoir en place d'une partie des mass médias, celles qui sont évidemment indépendants ou d'opposition, s'amplifient progressivement et on assiste à l'utilisation d'une série d'instruments capables de contrôler le système de l'information. De la censure au conditionnement économique, voire la coupure des financements. Par exemple, en Italie, vous savez, maintenant, déjà Radio Radicale lui ont coupé les financements, le nouveau gouvernement, et maintenant ils sont en train de mettre en place une loi qui va couper tous les financements publics aux journaux, aux télévisions, etc. Et donc, à la sélection et promotion des journalistes qu'on présente le pouvoir, des menaces à la destruction morale des journalistes non alignés, jusqu'à leur élimination physique dans les soi-disant démocraties autoritaires. Et je pense évidemment au cas de Jamal Khashoggi, disparu le 2 octobre 2018 dans le consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul et assassiné. Et je pense aussi au cas de Anna Politkovskaya, assassinée en Russie par Poutine en 2006. Donc, vous voyez, et je pourrais continuer parce qu'il y en a plusieurs. Hein. En tout cas, non seulement dans les régimes totalitaires, mais aussi dans les pays considérés démocratiques, les pouvoirs politiques considèrent le système de la communication comme un instrument essentiel pour organiser et maintenir les consensus, même à travers l'utilisation des fake news ou des communications à effet, par exemple, démenties tout de suite, si considérées nuisibles au même consensus à travers l'utilisation des médias sociaux. On assiste donc à l'altération de la nature du système de l'information qui devient l'instrument principal du pouvoir en place. Par cette voie, le pouvoir se libère d'une part considérable de contrôle démocratique représentée par le libre exercice de l'information vérifiée et renforce par contre son contrôle sur la société, tout en maintenant des formes apparentes de pluralité de l'information. On oublie trop souvent jusqu'à quel point l'œuvre du pouvoir, même dans les démocraties imparfaites comme la nôtre, soit efficace à conditionner et manipuler les orientations morales des sociétés et dans quelle mesure ce pouvoir utilise les mensonges et la corruption dans l'exercice de la politique. Enfin, l'appauvrissement du langage, plié à l'exigence de la concision en dehors de la communication en temps réel, due aux social media, smartphones, Twitter, Facebook, WhatsApp, etc., contribue à l'appauvrissement de la culture dans son ensemble. On déforme les mots dans leur signification et on perd le sens de l'expression linguistique en faussant les rapports entre signifiant et signifié. Vous comprenez bien que l'appauvrissement d'une langue, c'est aussi un appauvrissement de la culture. C'est imparfait. Une autre conséquence concerne directement l'ordre moral et ou éthique. L'utilisation des technosciences soulève des problèmes d'ordre moral et éthique qu'elles ne sont pas en mesure de gérer et résoudre et qui concernent la vie même de l'homme. Les questions, par exemple, de la bioéthique sont exemplaires dans ce sens, face à un progrès technologique absolument important pour la santé et les soins des citoyens. Les traditions religieuses de chaque culture reprennent leur vigueur dans une bonne partie de la planète, tombent aussi dans des formes de superstition
et finissent par déterminer l'identité culturelle d'une centaine de millions d'hommes, à travers le mécanisme de l'appartenance à une religion plutôt qu'à une autre, et de la radicalisation de la dialectique inclusion-exclusion, mécanisme qui véhicule la guerre et l'application des mêmes technosciences liées à l'utilisation des moyens de destruction des masses. Autre conséquence est l'émargination dans les communautés civiles de tous ceux qui sont considérés différents par rapport à la culture, à la religion, à la tradition communautaire, à la couleur de la peau, à la langue, à la définition des genres et des sexes, etc. Les récentes intolérances vers les chrétiens dans certaines sociétés musulmanes, les phénomènes de l'immigration et la réaction des pays occidentaux envers ce phénomène, la persistance du conflit israélo-palestinien dans le Moyen-Orient, la guerre en Syrie, les conflits au Soudan et au Yémen, les guerres civiles en Afrique centrale, pour en citer seulement certaines, sont des thèmes particulièrement chauds qui concernent le rapport de l'Europe avec les pays de l'area méditerranéenne et ceux des pays du Moyen-Orient, méditerranéen et africain entre eux. La défense de l'importance d'une confrontation continuelle entre les cultures, voire l'interculturalité dont ça fait quelques instants, n'implique pas une vision simpliste de la réalité. Il est évident, par exemple, que l'immigration des masses dont actuellement l'Europe est destinataire soulève de nombreux problèmes, en particulier en Italie, dont la position géographique favorise l'entrée en Europe de la plupart des immigrés. Toutefois, une nouvelle sérieuse réflexion sur les thèmes d'immigration dans notre contemporanéité serait opportune et urgente au niveau culturel et politique. Cette réflexion pourrait au moins éviter et contraster la construction d'un nouvel ennemi identifié dans la figure de l'immigré qui arrive du sud, de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Un ennemi qu'il faut repousser en tant que tel, sans pitié, malgré les exigences des droits de l'homme, et qui peut devenir l'objet de sentiments et actions racistes. L'omerta et le silence sur ces actions sont la conséquence de la peur qui risque d'être instrumentalisée et amplifiée par la propagande d'une certaine partie politique, en dehors d'une nourrie production de lois incompatibles avec la justice, sans laquelle justice, les lois sont le fruit des purs arbitres, de la violence, de l'injustice suprême. Les morts de centaines de milliers de migrants dans la Méditerranée et de nouveau la guerre en Libye devraient quand même réveiller notre mémoire des actions barbares du XXe siècle et qui se représentent dans une autre forme. Et voici une autre conséquence qui est d'ordre politique et géostratégique. En Occident, et non seulement, on assiste à la dégénération des formes démocratiques. La politique semble avoir abdiqué à toute vision du monde et se réduit progressivement à la gestion, parfois appropriation de l'existant. Elle a déclassé la démocratie à une dictature de l'opinion publique manipulée, qui légitime toute forme de démagogie au service des intérêts dominants sur les plans économiques et financiers, donc du néolibéralisme. Sur le plan social et culturel, cette situation a créé une classe moyenne qui a perdu les caractéristiques de la bourgeoisie classique et même aussi de la classe ouvrière et qui produit
et consomme une culture moyenne, fruit de l'action conjointe des mass media, d'un aplatissement progressif du niveau culturel, aussi dans les lieux de la formation, comme dans les écoles et dans les universités, et d'une imagination de la recherche scientifique, surtout de la recherche scientifique humaniste et de base, avec le conséquent attente d'une aura mediocritas, comme disaient les latins, soutenue par une sorte de relativisme qui met tout sur le même plan et où tout semble pouvoir s'échanger selon les logiques du marché. Évidemment, cette classe moyenne, à son tour, exprime une classe politique caractérisée, elle aussi, par l'aurea mediocritas. Quelqu'un a dit que chaque peuple, il a le gouvernement qu'il mérite. Donc, nous avons une classe politique médiocre parce que nous sommes médiocres. Une dernière considération sur les guerres actuelles en cours et sur une forme politique diffusée, définie la barbarie stratégique. Les nouvelles guerres qui brutalisent surtout les populations du Moyen-Orient et de l'Afrique posent une nouvelle question. Qui est l'ennemi de la nouvelle guerre soi-disant asymétrique? Avec les nouvelles armes technologiquement avancées, les dommages collatéraux devraient théoriquement se réduire à zéro. Toutefois, les nouveaux adversaires et les nouvelles cibles à détruire ne sont pas les armées ou les appareils militaires ou appareils industriels. Au contraire, sont directement les maisons, les lieux du travail, les églises, les mosquées, les personnes, les femmes, les enfants, etc. Le mélange explosif constitué par les nouvelles technologies par un pouvoir aveugle a produit une barbarie stratégique qui ne fait plus nouvelle parce qu'elle est parfaitement en ligne avec l'idéologie néolibériste de notre époque. Allons-y maintenant entrer un peu plus sur le problème des médias traditionnels et des nouveaux médias. La connexion globale obtenue à travers Internet est, il faut le dire, l'extraordinaire nouveauté de l'époque contemporaine, dont aucun individu et aucune institution pourrait désormais faire à moins. Toutefois, il est évident une conséquente, envahissante dépendance pathologique qui pèse surtout sur celui qui n'est pas dans les conditions de gérer les effets de l'hyperconnexion. Et il en est possédé, gouverné, avec parfois des répercussions importantes pour le contexte de référence et pour sa propre santé. Le débat sur la véridicité de ces affirmations est ouvert. L'opinion publique commence à prendre conscience des criticités et à s'interroger. Plusieurs ingénieurs du web commencent à concentrer leurs recherches sur les effets négatifs, soit pour les individus que pour les sociétés, dus aux technologies mises en acte par eux-mêmes. Plusieurs sociologues, philosophes, juristes, savants affrontent cette thématique complexe. Et nombreux sont les livres, les articles, les essais qui décrivent la transformation des civilisations et des relations entre les êtres humains. On débat sur l'économie globale, sur les politiques et les choix financiers mondiaux, sur les nouvelles dynamiques du pouvoir, sur le rôle de l'information et de la communication, sur les transformations des langues et des langages des relations, sur la mutation des démocraties et des consciences des citoyens, sur les pathologies physiques et psychiques qui affectent non seulement les adolescents,
mais aussi les jeunes et les moins jeunes utilisateurs du web, sur les problèmes de la sécurité de la vie privée des citoyennes, des entreprises et des utilisateurs du web, les banques, les administrations publiques et privées, etc. Mutation due à une certaine utilisation du web et à sa pénétration dans tous les aspects de la vie individuelle et collective. C'est quelque chose qui vraiment, il est entré dans notre cellule. Vraiment. On ne se rend pas compte, hein, mais c'est comme ça. Donc, il faut adopter une stratégie opérationnelle et de réflexion déployée sur plusieurs niveaux. Alors, je vous indique quelqu'un, certain, possible, stratégie opérationnelle. Il est nécessaire, par exemple, d'identifier les malaises sociaux qui sont à l'origine des hate speech, c'est-à-dire des discours d'incitation à la haine et à la violence, augmentés sur Internet d'une manière exponentielle, au point de susciter les remontrances des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, qui d'ailleurs a produit une nouvelle normative à ce sujet, et de l'UNESCO, qui a indiqué des systèmes pédagogiques de contraste. Il est nécessaire de mettre en évidence et rendre transparentes les criticités connectées à l'utilisation croissante des social networks dans le système d'information online. Criticités qui sont à l'origine des fake news, qui sont produites à l'intérieur du marché et qui diffusent stratégies de désinformation à travers les plateformes digitales. L'autorité de garantie des communications en Italie, par exemple, est intervenue sur ce point plusieurs fois et dernièrement a établi des lignes guides pour la priorité d'accès aux plateformes online pendant les campagnes électorales. Il s'agit donc d'une série de signaux sur la mauvaise utilisation d'un instrument comme Internet, qui devrait diffuser l'information et augmenter la conscience politique des citoyens, mais qui, au contraire, en réalité, paradoxalement, met en crise l'information et affaiblit la responsabilité des consciences tout en menaçant la démocratie. Il est nécessaire de comprendre l'irrésistible expansion du libéralisme numérique dont le web même est un produit, en donnant de plus en plus de pouvoir à l'algorithme devenu le nouveau régulateur de l'information et de la communication, du marché, de la vie même des personnes et des citoyens. Comme on le voit, un nouveau modèle culturel et de civilisation s'installe. Est-il voulu ou est-il subi? La technologie informatique utilisée par les organisations et les individus est devenue un des instruments les plus importants pour la recherche et le développement. De plus en plus de personnes et des organisations décident de dépendre des services informatiques. Dispositifs portables comme un iPad, IoT, Internet of Things, et d'autres instruments qui permettent d'accéder facilement aux networks des ordinateurs. L'utilisation de ces dispositifs expose toutefois à plusieurs risques. Usurpation d'identité, problèmes de privacy, cyberbullisme et utilisation de hackers sont seulement des exemples des cyberrisques parmi les autres. Individus et différentes organisations sont donc exposés à des attaques informatiques qui peuvent devenir une véritable bombe pour le système mondial des banques, des agences de sécurité, des administrations, qui peuvent faire éclater des guerres pas possibles et inimaginables. Les social media ou social networks comme Facebook, Google, Twitter
Instagram, WhatsApp, LinkedIn, etc., représente un moyen de communication qui a un pouvoir qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'un media system qui en effet arrive à convaincre des milliards d'individus que l'utilisation intensive des différentes plateformes conçues pour produire et partager certains contenus, certains comportements, une fois réels et non virtuels, les élève du statut de destinataire passif à celui des protagonistes actifs, du statut de spectateur à celui de propagateur d'un nombre infini de messages. Ils se sentent aussi transformés d'anonymes sujets à des importants influenceurs. Une fois cassés les liens de sélection imposés par le système médiatique traditionnel, se sont constituées des véritables armées de opinion leaders qui s'expriment par nombre de visualisations, likes, partages, commentaires, etc., en faisant abstraction de la fiabilité au moins de la source. Ce changement s'est produit très rapidement, plus ou moins en 10 ans. Il n'a été pas accompagné d'aucune réflexion critique, comme par exemple les rapports entre la liberté d'opinion et l'autorité des opinions en relation à la source et au contexte. Aucune institution a promu une discussion sur les mutations sociales déchaînées par l'absence d'une culture de l'information dans un écosystème complètement déréglé. Un des effets les plus dévastants est le tsunami qui s'est produit dans l'histoire médiatique. La réaction du système politique et des acteurs principaux du media system traditionnel, industrie de la télévision, groupe éditorial, marketing et communication publicitaire, etc., a été de se faire des illusions d'avoir le pouvoir et de chevaucher la vague d'Internet sans produire aucune mesure de contraste, aucune proposition de réglementation, même pas timide ou insuffisante. Et après des années d'oubli, l'issue des élections présidentielles américaines de 2016, celui du référendum britannique connu comme Brexit en Angleterre, la bataille contre les vaccinations en Italie ont contribué à animer un débat sur l'information technoscientifique online, sur l'utilisation du système informatique dans les consultations électorales dans le monde, et ils ont garanti une ample visibilité médiatique sur ces problèmes jusqu'à l'implication des boss de la Silicon Valley. Selon le sociologue Evgeny Morozov, le développement de l'économie digitale dû à des géants monopolistes de plus en plus envahissants montre clairement le projet néolibériste que le sous-tend. En effet, selon Morozov, dans une société toujours plus data-centrique, qui a réalisé l'alliance entre néolibéralisme et Silicon Valley, l'Europe, exclue pour des raisons technologiques de ce jeu, si elle veut survivre, devra réagir par la législation, dit Morozov. On se pose donc la question, l'époque de la digitalisation est-elle celle d'un néolibéralisme encore plus agressif? En réalité, selon Morozov, la prémisse de l'époque digitale est que chacun puisse participer à la même manière aux social media, Internet, et le mail, etc. Ceci nous donne l'impression de nous conférer un pouvoir et de nous faire participer. Mais, il observe, si le produit est gratuit, il signifie que le vrai produit, c'est toi. Nous devons donc
devenant donc force de travail gratuite pour les patrons du digital. En plus, on crée aussi une impression de démocratie online qui est profondément trompeuse. C'est ce qui se passe en Italie et dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais retournons à l'histoire des boss de la Silicon Valley. Le 22 décembre 2016, un des patrons de Facebook, Mark Zuckerberg, a admis que Facebook est une media company et qu'elle a des responsabilités objectives sur le contenu qui circule parmi les utilisateurs. Le 21 mai 2017, Evan Williams, cofondateur de Twitter, a déclaré sa partie des responsabilités sur l'issue de l'élection de Donald Trump dans les States, car il a admis l'incapacité des canaux sociaux les plus diffusés, parmi lesquels les siens, de contraster la diffusion des fake news. Au début de 2018, éclate le scandale de la Cambridge Analytica sur Facebook, pour avoir d'abord permis et ensuite caché l'acquisition illicite des données de plus de 80 millions de profils personnels sur sa plateforme au but des micro-targeting politiques, seulement en Italie 250 000. La conséquence immédiate est qu'en juillet 2018, on enregistre la perte de plus de 114 milliards de dollars en moins de 90 minutes à la bourse de New York. Il faut se rappeler que le 10 avril 2018, Mark Zuckerberg a été appelé à témoigner face aux commissions réunies du commerce et de la justice au Sénat des États-Unis, à la suite du scandale de Cambridge Analytica. Dans cette occasion, il a déclaré, je cite, il a dit « Facebook est une compagnie optimiste et idéaliste. Pour une bonne partie de notre existence, on s'est concentré sur le bien qu'on a pu porter en connectant les personnes. Mais maintenant, il est clair que nous n'avons pas fait assez pour empêcher que ces instruments venaient utiliser pour faire des dommages. C'est si beau pour les fake news, pour les interférences étrangères dans les élections et les discours d'incitation à la haine, comme pour la privacy. On n'avait pas une vision suffisamment ample de notre responsabilité. Et ça a été une grave erreur, a été mon erreur. Et j'en suis désolée. Fin de citation. C'est bien bon, mais ce n'est pas suffisant. Il vaut la peine de rappeler qu'un mois auparavant, le journal Guardian et ensuite à cascade, le New York Times et Channel 4 News ont trouvé des preuves irréfutables sur l'utilisation des données illicitement récupérées par plus de 80 millions de profils Facebook dans le monde, à travers cette société anglaise de conseil, justement, la Cambridge Analytica. Quel a été le but? Faire circuler des messages sur la base des profils de ces utilisateurs pour conditionner différentes campagnes électorales, parmi lesquelles les controversées présidentielles américaines de 2016, qui ont vu le triomphe inattendu de Donald Trump. L'histoire n'est pas encore terminée, comme vous savez. Toutefois, on peut dire que les paroles de Zuckerberg, un des plus importants patrons du web, nous font comprendre l'actuel état de l'information médiatique dans ce monde. C'est vraiment impressionnant de mon point de vue. En attendant, dans les mêmes années, pendant que toute cette histoire de Cambridge Analytica s'est passée,
Sur le web, qu'est-ce qui passait? Il passait les campagnes pro et contre les vaccinations avec une action sans précédent des minorités au détriment de la qualité scientifique du débat. La campagne sur les régimes alimentaires, une véritable guerre entre les végétariens, les végans, les omnivores, etc. La campagne contre les immigrés, avec des données sans aucune logique arithmétique élémentaire sur le pourcentage du nombre de migrants par rapport à la population de chaque pays destinataire et sur la relation entre crimes violents et flux migratoires, etc. Toutes ces données sont utilisées par une partie de plus en plus croissante des populations pour justifier leur position discriminatoire et raciste. La formation du sens commun par rapport à ceux et d'autres thèmes exerce dans les sociétés soi-disant démocratiques une influence relevante sur la définition des politiques en matière de recherche scientifique et technologique, des tutelles de l'environnement, des développements énergétiques, soins et sécurité du citoyen. Nous assistons désormais à une nouvelle ritualité politique. Les décisions les plus importantes sont prises par les autorités en place au moment où ils se rendent compte que l'opinion publique, souvent opportunément conditionnée par l'amplification des médias, se canalise dans une certaine direction et nourrit des croyances diffusées. Naturellement, auprès des sociologues réputés, comme par exemple Luciano Gallino en Italie et Raymond Boudon en France, surgit une question. Comment est-il possible que des personnes intelligentes et instruites puissent croire à des idées douteuses et fausses? Il s'agit d'une énigme sociologique, nous dit Boudon, qui n'est pas possible de résoudre. Toutefois, le processus de consolidation des croyances est supporté d'une manière décisive par le type d'intelligence qui informe les actuelles technologies de communication sociale. Les plateformes les plus diffusées de navigation, interaction, achat de contenu sur le web, comme Amazon, iTunes, Google, Facebook, Netflix, etc., sont projetées pour fidéliser l'usager, pour les tenir dans leur écosystème le plus longuement possible. Pour atteindre ce but, on applique simultanément deux stratégies. La stratégie de l'agenda setting et la stratégie de l'agenda cutting. Ils essayent, à notre terme, de former l'horizon cognitif de l'usager à les surexposer à personnes, contenus, produites, en ligne avec ses désirs sur la base des recherches et des achats précédents. Et c'est l'agenda setting. Tout en minimisant et en cachant tout le reste. Et c'est le cas de l'agenda cutting. Dans d'autres termes, on montre à l'usager tout ce qu'il pourrait lui plaire et on lui cache tout le reste à travers des algorithmes de machine learning constamment mis à jour par le pauvre usager inconscient qui contribue à ce jeu avec ses clics. Si vous faites attention, l'autre jour j'ai dû acheter un ordinateur. Donc je suis allée sur Internet pour voir qu'est-ce que je pouvais acheter. J'ai passé 10 minutes, un quart d'heure pour chercher cette histoire. Je suis inondée sur mon smartphone maintenant de publicités d'ordinateurs. Faites attention à ça, vous voyez que c'est tout le monde, c'est comme ça. Et donc mon clic a provoqué
le fait qu'ils disent « Elle cherche un ordinateur, allez-y, allez-y ». C'est la machine learning de l'algorithme. Il n'y a pas une personne là derrière. C'est l'algorithme qui fait tout. Dans une étude de 2008, l'ethnographe américaine Dana Boyd identifie la permanence comme la première règle de base de la grammaire des social media. Il s'agit de la capacité de contenu du message de perdurer en dehors du contexte original, de l'explicite volonté et de la capacité de contrôle des émetteurs et des destinataires directement impliqués dans le processus de la communication. En définitive, le réseau n'oublie jamais. Tout ce qu'il y a dans le verbe reste. Jamais, et contient en soi les présupposés pour faire revivre en tout moment et avec un clic des foyers d'infection qu'on croyait éteints. Les épidémies des fausses nouvelles ou fake news peuvent être déchaînées comme effet des nouvelles circulations parmi les mass media traditionnels et les new media, utilisés de plus en plus comme des sources à coût zéro, évidemment, par lesquelles on peut enrichir les palimpsestes de l'information des émetteurs télévisés, radiophoniques, etc. Ces nouvelles, vraies ou fausses qu'elles soient, sont destinées à être mises au rebut ou bien gardées pour autre usage au premier signe de déclin de l'intérêt public. En réalité, ce phénomène est très difficile à contenir. Pour contenir une épidémie sanitaire, on peut intervenir en limitant la circulation des personnes, des animaux, des marchandises. Mais quoi faire quand le véhicule de l'infection est immatériel et se présente sous la forme des idées, préjugés, doutes, convictions personnelles? Il faut limiter la liberté d'expression. Il faut mettre en place des systèmes automatiques de signalement de censure. Il faut limiter la liberté individuelle par des tests d'habilité cognitive des singles individus. Pouvons-nous submerger l'accès aux droits et à l'égalité des droits, piliers et tutelles de la dignité de la personne? Vous voyez que c'est un enjeu très difficile, compliqué. Une question importante qu'on a déjà esquissée, sur laquelle il est utile de réfléchir davantage, concerne les effets des médias du néolibéralisme sur les transformations de nos démocraties. Nous sommes témoins de ces effets de l'utilisation des fake news pour susciter des impacts émotionnels à la révocation acritique de certains modèles de gouvernance empruntés à la démocratie directe, dont la pratique conduit à des actions et à des formes bien lointaines de la démocratie, comme le populisme, le nationalisme ou l'illusion d'être protagoniste des décisions politiques manipulées de leur origine. Le triomphe des formes de néolibéralisme extrême, la destruction de la fonction politique du citoyen, avec ses droits et ses devoirs qui fait partie d'une communauté civile, le lieu physique partagé de la police, mais qui aujourd'hui se sent plutôt protagoniste seulement dans le network, étant donné le message qui est le suivant: tout existe seulement si tu es sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook. Vous ne savez pas combien d'amis, collègues, etc. me disent: mais pourquoi tu n'es pas sur Facebook? Mais tu n'existes pas. Donc, c'est ça. Le monde dans lequel nous vivons
et nos expériences sont en grande partie filtrées par les mass media, qui contribuent amplement à former nos identités, à remplir des contenus et valeurs nos émotions. Walter Lippmann, dans son célèbre livre L'opinion publique de 1922, écrit, je cite, « L'individu connaît d'une manière indirecte parce que le milieu réel est trop complexe pour lui permettre une connaissance directe. Et même s'il doit opérer dans ce même milieu, il est obligé à le construire sur un modèle plus simple pour pouvoir y faire face. » Fin de citation. Donc, il est obligé de le représenter, car ce que nous définissons réalité n'est pas une donnée exogène et objective dans le sens absolu, mais plutôt le produit d'un réseau épais de procès subjectifs, historiques, sociaux, qui a construit ce réseau, dont les résultats peuvent être différents dans le temps et dans l'espace, selon les caractéristiques personnelles de l'acteur et du contexte socio-culturel. Les moyens de communication de masse occupent une position absolument centrale dans la détermination des résultats de ce processus de construction, en vertu de leur capacité de se proposer comme des sources facilement accessibles et utilisables pour la réélaboration des significations très complexes. Les médias produisent et diffusent sur large échelle idées, valeurs, opinions et images de la réalité qui composent le modèle simplifié du milieu ou du pseudo-milieu dans lequel chaque être humain agit. Simplification et représentation de la réalité confectionnée à l'avance, utilisée comme un guide pratique d'orientation dans la complexité du monde. La sphère publique dont parle Jürgen Habermas tend à devenir espace public médiatisé, dans lequel les médias occupent le rôle de pivot de la communication entre le public des citoyens et les systèmes de la politique. Selon la théorie de l'agenda setting, les médias nous disent non seulement ce qu'on doit penser, mais aussi comment on doit le penser. Le jeu des agendas setting and cutting, parmi les effets collatéraux les plus dévastants, provoque l'appauvrissement des alternatives. On a obscurcissement des points de vue qui conduit à la perte de la capacité de reconnaître et d'accueillir le dissentement. Comme nous le savons, les chats sont souvent agressifs et offensifs envers qui n'est pas d'accord. On constitue donc des chorus de groupes sectaires identitaires avec une pensée unique absolument fonctionnelle à la diffusion du néolibéralisme. D'ailleurs, le néolibéralisme a été promu avec le slogan « Il n'y a pas d'alternative ». Un slogan paradoxal pour une philosophie qui promet liberté et possibilité de choix. Je peux vous porter ici comme exemple un phénomène italien. Le mouvement politique des 5 étoiles est géré, voire financé directement par une société médiatique. La Casaleggio est associée, qui utilise une plateforme, dite plateforme Rousseau, en se référant à l'idée de la volonté générale du pauvre
Jean-Jacques Rousseau. Concept d'ailleurs qui a été manipulé par les producteurs de cette plateforme. Cette plateforme est utilisée par les consultations du peuple des 5 étoiles, qu'on fait valoir sur les médias comme si c'était tout le peuple italien. Je vous signale qu'il s'agit de 50 000 personnes sur 60 millions d'Italiens. Cette plateforme donne donc l'illusion d'une démocratie directe, totalement fausse, mais fortement diffusée par la propagande des médias, et elle est gérée par une société médiatique parfaitement insérée dans le mécanisme néolibériste du marché global. Voilà. On essaie maintenant de tirer les leçons de ce long discours. Quels sont les effets principaux de cette transformation perverse qui s'est produite dans l'arc de 10 ans presque? Alors, nous sommes passés de la science à la pseudo-science. Je pense au débat sur les vaccins, aux soins placebo pour combattre le cancer qui circulent sur Internet, à la publicité des médicaments intégrateurs alimentaires, etc., publicisés sur les networks non expérimentés et ou contrôlés, sans compter la vente online des drogues plus ou moins masquées et toutes sortes de produits pour les performances sexuelles, etc. Nous sommes passés du sens commun, considéré comme bon sens, au consensus, recherché d'une manière obsessionnelle. Je pense par exemple à l'utilisation des médias traditionnels et des nouveaux médias pour promouvoir un consensus acritique envers l'ample gamme d'intérêts dû voulus par l'idéologie néolibériste. Nous sommes passés de la communauté civile au peuple des networks, avec la conséquente déresponsabilisation du citoyen en tant que détenteur de droits et devoirs dans un espace public partagé. Donc, nous sommes passés du citoyen au consommateur. Nous sommes passés des relations humaines à l'individualisme, produit par les relations virtuelles, avec le paradoxe que dans une société de communication jamais si puissante, nous sommes terriblement seuls et les maladies de la solitude, comme la dépression, se diffusent de plus en plus, même parmi les jeunes. L'augmentation de la consommation des drogues mortelles et des suicides en est la preuve irréfutable. Nous sommes passés de la démocratie représentative à la soi-disant démocratie directe, gérée comme forme primaire de destruction des fondements de la même démocratie pour implanter des formes autoritaires et fascistes toujours plus solides. Enfin, nous sommes passés de la collaboration et solidarité à la compétition sociale et entre les peuples. Face à tout ça, quoi faire? Alors, d'abord, moi, je vous avais proposé, dans mon résumé, une petite stratégie possible. Et je reprends ce point. Je pense qu'il faut reprendre la critique du capitalisme. Nous l'avons abandonné depuis longtemps, cette critique du capitalisme. Mais
Le problème sérieux, c'est que le capitalisme s'est transformé. Et nous ne pouvons plus utiliser les mêmes instruments qu'on utilisait une fois. Donc, il faut de nouveaux instruments pour entamer cette critique du capitalisme, du nouveau capitalisme. Et il faut reconnaître ces mutations catastrophiques, parce que sinon on ne les reconnaît pas, on ne peut pas les combattre. Deuxième possibilité, je vous l'ai déjà dit, reconnaître que le monde est gouverné désormais par plus de 500 multinationales, avec au sommet les centres plus puissantes qui contrôlent l'informatique et l'information. Donc, cette question n'est pas marginale, cette question est centrale. Centrale. Nous pouvons essayer de définir le rôle des médias et des social networks dans la diffusion d'une idéologie totalitariste et de plus en plus envahissante comme le néolibéralisme. Il faut stigmatiser tout ça et il faut évidemment essayer de nourrir des médias vérifiés dans leurs sources le plus que possible. Et en plus, et enfin, comprendre sur quelle nouvelle base sociale peut se fonder la nécessité historique d'un nouveau pacte social pour le développement et le bien-être de tout le monde. Nous ne sommes plus dans les classes sociales, bourgeoisie, classe ouvrière. Tout a changé. Nous devons créer un nouveau pacte social. Et il faut le chercher, ce n'est pas donné. Il faut travailler beaucoup, il faut étudier, il faut se relationner. Et donc, il faut réfléchir. Et donc, je pense qu'il s'agit d'un travail de longue durée. Et la proposition est la suivante. La proposition est d'assumer une perspective totalement différente. Des choix quotidiens orientés par Amazon, Netflix, Facebook, Google et tous les services smart avec leur algorithme de machine learning. Nous devons aller contre-courant et nous devons reconstruire la pensée critique tout en apprenant à utiliser les instruments informatiques à notre avantage, à l'avantage de l'homme. On ne peut pas penser de les mettre de côté, ce n'est plus possible. Il faut faire avec, mais il faut apprendre à les utiliser à notre avantage. Nous devons être actifs dans cette utilisation des moyens de communication, pas passifs. Donc il faut s'éduquer à l'utilisation de tout ça. Connaître pour délibérer, disait Luigi Einaudi, un des pères fondateurs de la République italienne. Connaissance comme exercice du doute systématique et comme guide à l'interprétation du monde dans un moment historique crucial où la fameuse société de la connaissance des années 2000, vous vous souvenez, en 2000, quand on disait « Oh, la société de la connaissance ». Or, cette société de la connaissance de l'année 2000 risque de se dissoudre dans une hystérique, narcissiste société de la pseudoscience caractérisée par la sénescence et la dégénération de la raison. Je m'arrête là. Merci. Merci pour cette vision extraordinaire. Merci. Tu veux poser une question, Fanny? Donc, je voulais dire aussi, moi, mon expérience qui m'avait... Pour moi qui travaille sur les violences faites aux femmes,
je trouve qu'il y a une violence tellement forte. Et quand, comme vous, maintenant où j'habite, il n'y a plus de petites bibliothèques, il n'y a plus de librairie. La seule chose, j'habite au Beau Soleil Monaco, c'est la FNAC. Donc j'étais allée à la FNAC, et c'est pareil, donc j'avais acheté quelques livres, Orientation sur les femmes, et quand j'ai reçu, pareil comme vous, dès qu'ils ont vu les livres que j'avais choisis, je recevais aussi donc, sur la même orientation, mais je l'ai senti pour moi comme un viol. J'avais mon cerveau était violé. Vous voyez, par rapport aux violences, moi je l'ai senti, mais vraiment, mais j'étais violée dans mon cerveau. J'avais pris 2 bouquins, ils m'envoyaient maintenant, allez, j'avais les livres sur les femmes, etc. Ça a été pour moi quelque chose, mais vraiment d'une violence très très forte. Ouais. Voilà ce que je... Vraiment. Ça se passe pour tout produit. Oui, bien sûr. Pour tout produit. Pour tout produit. Ce sont les livres, c'est une bonne chose, mais il y a des autres choses terribles qui se passent. Hein? Donc, c'est vraiment... Et en plus, considérez que vous ou moi, nous avons une certaine expérience. Oui. Donc, on peut se dire, non, ça, je ne peux pas le prendre. Mais un gamin, une gamine qui reçoit tout ça, il peut, bien sûr, aller et dire, c'est Internet qui le dit. Une fois, on disait, c'est la télé qui l'a dit. Maintenant, c'est Internet, le web qui le dit. Donc, vous imaginez, par exemple, il y a eu en Italie, je ne sais pas si vous avez suivi ça, vraiment, j'ai vu les soins du cancer, l'histoire des stamina, c'est-à-dire les cellules staminales, qui ont été diffusés, des soins qui étaient placebo, qui n'étaient pas du tout. Et les gens ont utilisé, et ils sont morts évidemment, pour se soigner le cancer. C'était convaincant la chose. Mais si vous, par exemple, vous allez sur Internet pour voir, par exemple, quel effet il a le citron, si vous prenez du citron, tout de suite, vous avez au même moment toute une série d'intégrations alimentaires à base de citron qui vous c'est que vous faites ça et l'autre qui fait là, etc. C'est une invasion du marché. Alors comment choisir? Au pif. Hein? Au pif. Eh bien, il faut d'abord lire des livres. Il n'y a plus à choisir. Il n'y a plus à choisir. Donc le choix n'est plus possible. Donc c'est la liberté de l'individu qui est compromise. Ah oui, oui, c'est le C'est néant. ça le problème. C'est le néant. Mais il y a le rôle de l'école. L'esprit critique, ça s'apprend à l'école et le problème, il est là, à mon avis. Pas seulement à l'école, madame. Oui, dans la famille. Franchement, Dans la famille. je vous dis, l'école doit faire sa partie. La famille, la société doivent faire sa partie. Évidemment. Donc, il faut être actif, à mon avis, même sur le côté social. Il ne faut pas se laisser faire. Et, vous voyez, par exemple, les jeunes personnes aujourd'hui, où ils vont pour débattre, pour parler de leurs problèmes. Ils se retrouvent le soir, l'après-midi, ils font les happy hours. Ils mangent, ils boivent, et après ils passent au pub ou à la discothèque et ils se saoulent. Et se droguent. Mais c'est un problème grave, ça. Très grave. Qui, le néolibéralisme, nourrit. Pourquoi? Parce que les jeunes consomment. Oui. Donc, ils sont des consommateurs. Donc, on fait de ces jeunes personnes, mais aussi des personnes plus âgées, je ne parle pas des jeunes. Je ne vais pas pénaliser les jeunes que je trouve, quelquefois, je les trouve extraordinaires. Donc, souvent, je les trouve extraordinaires, les jeunes. Mais, je veux dire, les personnes se saoulent, se détruisent, comme ça, sans raison, consomment, c'est tout. C'est pour moi, d'une certaine façon, vous avez dit le changement, une autre forme de lutte de classe qui est terrible. Bien sûr, bien sûr. Lutte, je dirais, individuelle pour chacun. Là. Il faut vraiment Oui. une lutte terrible là, pour Oui. arriver à prendre conscience Oui. de cette emprise Oui. et de se sortir de... Oui. comme- Et moi, je pense, vous voyez, qu'il faudrait, c'est peut-être utopiste ce que j'ai dit, mais nous sommes un petit nombre ici. Mais il faut créer plusieurs petits nombres Eh oui. et diffuser
une pensée, comme je vous disais, contre-courant. Comme les saumons qui vont de l'autre. Il faut monter, il ne faut pas descendre vers la mer, il faut monter vers la montagne. C'est difficile, mais il faut le faire. C'est la seule possibilité qu'on a. Et donc, promouvoir une série de... C'est ce que nous on fait avec Dominique, des autres amis. On a une association dans laquelle on essaye de faire ça. Notre association s'appelle Périple Culture et Société Euro-Méditerranéenne. Et on essaie de créer des réseaux dans toute l'area méditerranéenne, Europe et autres côtés du monde. Et on essaie de faire des meetings interculturels, poser des questions importantes, la dimension culturelle, faire comprendre que la perte de la dimension culturelle et du patrimoine culturel de chaque culture, c'est dévastante. On n'a plus rien d'autre. Donc si on est tout marchandise, pensez-vous qu'est-ce qui se passe en Syrie? La destruction, par exemple, de tous les sites archéologiques de la Syrie. Comment est-ce que ces gens-là vont se reconstruire, se retrouver leur histoire? On a vraiment fait un travail dévastant. Et c'est surtout un patrimoine mondial. Mondial. C'est pas uniquement syrien. Pensez-vous, par exemple, cette question israélo-palestinienne? Mais ça, c'est vraiment folle. Folle. Vraiment. Donc, et on continue à nourrir, même d'une manière artificielle. C'est ça le problème. Parce que souvent, c'est des fake news qui nous propagent. Par exemple, souvent, quelques amis journalistes ont dit, écoutez, regardez, cette photo, ce n'est pas référé à ça. Ça, c'est une photo ancienne qu'on met là pour vous faire voir quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc, ce sont, comme je vous disais, les fake news qui sont gardées pour être reprises au moment opportun pour relancer quelque chose sur la base de systèmes de force, de pouvoir, etc., entre l'une et l'autre, etc. C'est ça. Une réaction par rapport à ce que vous disiez il y a 3 minutes sur le système éducatif. Bien entendu, le système éducatif reste une institution qui est incontournable, indispensable, c'est clair, pour former la jeunesse. Mais il faut être attentif quand même au fait que dans le contexte que décrit Maria, il y a des politiques qui se mettent en place très concrètement pour modifier, limer Je sais, je suis d'accord. et éroder la dimension critique de l'éducation. D'accord, c'est ça, c'est le problème du rôle de l'école, c'est-à-dire qu'elle ne joue plus son rôle. Elle ne joue plus son rôle. rôle. Et en particulier la publicité qu'elle a introduite au sein de l'école, et pas seulement des textes au niveau de l'OMS, vous devez savoir, certains de l'ONU, qui sont dramatiques, qui sont en train de se passer. Donc, elle est même déstabilisante, je dirais même beaucoup plus loin que ça. Elle empêche l'élaboration de l'esprit critique qu'à ma génération, quand même, on avait, et de la morale, parce qu'on avait un cours, enfin, j'étais dans une école laïque, je veux dire publique, on avait quand même, au niveau social, la morale c'est aussi quelque chose de social. Et ça, on apprenait ça très tôt, dès le CP. C'est un cours important. Pour moi, c'est très important. Mais on voudrait réintroduire la morale actuellement, mais quelle morale on peut réintroduire? C'est ça le problème, c'est qu'ils jouent sur les mots, c'est-à-dire qu'ils utilisent des concepts anciens, mais complètement détournés, c'est-à-dire c'est Orwell. Puisque vous parliez du langage, on est dans une époque orwellienne. Oui. C'est-à-dire que le langage, complètement décliné, décrypté, puisque vous parlez signifiant-signifié, c'est ça. C'est vraiment un langage orwellien. Et ça, c'est très difficile. Alors, c'est vrai que vous parlez d'Internet, je suis d'accord avec vous, mais je vois que des gens de ma génération qui utilisent des livres
les journaux, mais c'est exactement équivalent. Ils ne peuvent pas supporter, ils ne sont pas habiles avec Internet, donc ils l'ont mis de côté. Hein. Je pense à des choses de la famille. Ouais. Mais quand ils lisent... La télé. Mais même les journaux. On n'a plus de journaux, on n'a plus d'informations. Les fake news, ils sont dans les journaux de toute façon. Ils ne sont pas que sur Internet. Le problème, c'est que c'est tous les médias. Je veux dire, même si on veut ne pas utiliser Internet, Oui. on les a dans les autres médias. Mais vous savez, quand quelquefois ils font des services sur l'Afrique, Dominique est spécialiste de l'Afrique, même si il est africain, mais il est spécialiste. Oui. Souvent, nous, on voit dans ces débats et ces choses-là qu'ils disent des choses qui sont totalement fausses. Le journaliste en question qui vient à la télé, c'est évident qu'il a pris ses sources rapidement sur Internet, n'importe où, n'importe dans quel site, et il vient fabriquer une notice, une nouvelle, etc., qui est totalement fausse. Naturellement, seulement le spécialiste de l'Afrique peut comprendre qu'elle est fausse. Mais moi-même, qui ne suis pas spécialiste, je peux y croire, parce que de toute façon, c'est le grand journaliste italien qui s'appellera télé, c'est ça. Et on n'invite pas les spécialistes. Et ils les invitent pas, les spécialistes. Mais l'autre problème, C'est ça. que vous C'est ça. c'est tout à fait ça. Mais bon, maintenant vous êtes à la retraite, moi aussi, donc on est pas mal. Hein. On a le temps, parce que de recouper les informations, hein, parce que quand on a l'habitude de voir l'esprit critique, on utilise différentes sources et on recoupe. C'est comme ça qu'on pratique. Mais moi, je me souviens quand j'étais moi-même enseignante et maman avec des jeunes enfants, vous croyez que j'avais, alors qu'on a eu les événements de la Yougoslavie à cette époque-là, etc., qui étaient très importants, j'étais incapable de comprendre. Incapable. Pourquoi? Parce que j'avais absolument pas le temps à ce moment-là de pouvoir faire tout ce travail que je fais maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi ce problème-là. C'est que les gens, ils sont souvent débordés dans les problèmes de vie pratique, hein, tout simplement. Et ils ne peuvent pas faire ce qui demande du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. C'est ça aussi. Je comprends. Mais vous voyez, maintenant il y a une transformation qui, même nous qu'on a un certain âge, il faut suivre. Il faut que notre cerveau utilise ces moyens pour faire un travail contraire. Je ne sais pas si je m'explique. Vas-y, c'est clair. Nous devons prendre alors, chaque chose qui a été produite par l'être humain, il faut la déconstruire, la refaire. Il ne faut pas se faire vivre de quelque chose, un monstre qu'on a construit et que nous on croit soit incontournable. Pas du tout. Le néolibéralisme, c'est nous qu'on l'a créé, donc c'est nous qu'on le conduit. Alors, si nous on l'a fait, nous pouvons le défaire. Alors, il faut assumer cette conscience. Mais alors, pour le faire, ce n'est pas que nous devons dire ça, ils sont des instruments que je ne veux pas utiliser. Par exemple, moi, je n'utilise pas Facebook parce que, franchement, je n'ai pas le temps. Mais pas du tout. Et ça ne m'intéresse pas. Mais j'utilise, par exemple, le web. J'utilise Google pour travailler. J'utilise, je ne sais pas, WhatsApp. J'utilise Internet. Je ne peux pas non utiliser ça. Si je n'utilise pas ça, je suis dehors. Mais alors, comment l'utiliser? C'est ça le problème. Parce que tu peux choisir les éléments qui t'intéressent. Ah, bien sûr. Objectifs ou fausses. Et tu écartes. Oui. On peut prendre l'exemple des Amis de la Liberté. Ils ont un site internet et une page Facebook. Même plusieurs. Sur leur site, on trouve, par exemple, toutes les vidéos de toutes les conférences depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc il y a, je ne sais pas, 50 ou 60 ou 70 vidéos sur Internet, sur le site des Amis de la Liberté. Bon, sur les pages Facebook, on trouve la même chose, plus d'autres choses, etc., etc.
Moi je dis, on peut se saisir, comme tu l'as dit à la fin, on peut se saisir des outils pour les faire travailler pour nous. Ah, bien sûr, c'est ça que nous À devons faire. notre usage. Ah ouais, bien sûr. C'est sûr que ça représente peut-être un infime pourcentage de la totalité de Bien sûr, Facebook. bien sûr. Ça, je suis d'accord. C'est homéopathique. Oui, homéopathie. Ça, c'est très clair. C'est homéopathique. Mais ça peut exister et ça pourrait être multiplié par Davantage, bien sûr. davantage. Hein, davantage. Par exemple, je ne sais pas, si vous voulez diffuser un message, moi souvent je l'utilise WhatsApp pour diffuser un message d'une notice par exemple qui n'est pas tellement sur les médias et que nous on a reçu par exemple par des collègues ou bien des personnes dont on peut avoir confiance, la source disons, et donc je la diffuse. Je la diffuse naturellement à mes 80-100 contacts. Mais c'est déjà une petite chose. Et si chacun de ces gens-là la diffuse à autre 100%, ça fait 1000. Et 1000, et 1000, et 1000, et 1000. Alors, il ne faut pas non plus penser que nous, on ne peut rien faire. Ouais. Et que tout ça, c'est une fatalité. Je vous dis franchement, c'est la faute de la gauche à ce moment historique. Le fait de n'avoir pas la capacité de dire je peux le faire. Et nous sommes tous là, un peu désorientés. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que nous pouvons... Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler, c'est tout. Parce qu'il y a une autre gauche, Maria, c'est ça le problème. Une autre gauche qui n'a plus l'idéologie et les idées qui lui permettaient de se défendre contre le néocolonialisme. Elle a indiqué. Oui, mais il faut faire une autre chose. Justement, il faut créer une autre chose. Il ne faut pas rester... La première idée, par exemple, qui, à la lumière de ce que tu as dit, que j'ai, c'est qu'il faut réfléchir sur l'affiliation entre l'État, les multinationales et les médias. Oui, c'est ça, c'est une chose... Parce que c'est devenu un pôle presque unique. Et qui construit tous les messages qu'il nous impose. Oui, parce que nous, on choisit un président de la République, mais on ne connaît pas la provenance politique et idéologique d'un président. Si on prend l'exemple d'une autre, il était chez Rothschild. Or, Rothschild est une multinationale financière. Ceux qui ne voulaient pas le savoir, on le savait. Oui, par exemple. Oui, on le savait en réalité. Enfin, écoutez, ceux qui ont voté, c'est quand même... les médias, la plupart des médias en Italie, mais je crois qu'en France aussi, ont été acquis, achetés par les entrepreneurs. Alors, ce matin, justement, sur Internet, parce que quelquefois on donne des nouvelles, il y a une nouvelle, qu'est-ce qui se passe en Italie à ce moment? Et sur les grands journaux, par exemple, Corriere della Sera, La Repubblica, La Nazione, Il Secolo XIX, ce sont les journaux les plus importants, La Stampa, c'est les journaux les plus importants d'Italie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait par exemple, Gianni Agnelli, qui était le patron de la Fiat, qui finançait la Stampa, etc. Et il y avait, je ne sais pas, De Benedetti qui finançait la Repubblica, l'Espresso, le groupe, etc. Il y avait aussi Berlusconi qui finançait une partie, etc. Alors, c'était, disons, le vieux capitalisme, donc qu'on pouvait combattre, parce que là, on faisait les batailles quand on était jeunes contre tout ça. Bon. Maintenant, c'est plus comme ça. Ces gens, ils se sont retirés totalement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'État
a décidé de ne plus financer tout ça, les journaux, donc les journaux sont dans les mains des groupes médiatiques. Donc, il se constitue des groupes. Alors, vous avez, je vous ai parlé de la Casaleggio et Associati qui dirige le mouvement 5 étoiles, qui quand même, aux dernières élections, ça fait une année, il a eu presque le 34% des suffrages, hein, donc c'est pas une petite chose. Et il a eu comment? Avec cette méthode, l'utilisation de la plateforme, évidemment. Donc, et si maintenant, par exemple, vous avez ça, vous avez Il Fatto Quotidiano, c'est un journal qui est plus ou moins proche de Casaleggio. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'ai lu qu'il est coté en bourse. Vous voyez? Des gens qui se présentent comme celles qui veulent casser le système et qui sont perfectement dans le système. Ce sont les gens qui sont venus voir vos gilets jaunes, hein, ces gens-là, qui a fait éclater le problème avec la France. Parce qu'ils se sont présentés ici et donc il a éclaté toute une question diplomatique pas possible dans cette histoire. Donc, il disait l'article là, que je crois que c'est un article du Corriere della Sera, sinon, si je ne me trompe pas, il disait qu'il y a une transformation totale, même des médias. Donc, par exemple, le type là, Del Pietro, il a pris par exemple Panorama, alors Berlusconi lui a vendu Panorama, il a fait une... Donc il va se constituer une autre lobby qui est derrière Forza Italia. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc il n'y a plus, mais vraiment plus, d'information publique. Et libre. Et l'entrée directement dans le marché. Et donc, voilà, dans la situation. Moi, je me pose une question, parce que comme nous tous, je constate quand même la grande efficacité du système. Oui. Bon. Alors même que le nombre de débats, d'idées, de notions, de problèmes, de questions, d'interrogations qui flottent dans l'air à un instant T est pyramidal. Ouais. Hein? Le nombre de questions qu'il y a à documenter, il est extraordinaire. Or, ça marche du feu de Dieu. Sur toutes les questions, toutes les interrogations, sur tous les sujets, il y a une réponse du système. Ouais. Comment ça s'organise? La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à ce que l'opinion publique soit formatée dans le sens de leurs intérêts toujours au moment où il faut? Il n'y a jamais de décalage, etc. Tu l'as dit à un moment donné, l'opinion publique, elle est conditionnée, et puis ensuite, il nous propose une loi. Ouais, bon, c'est ça. Mais comment on arrive à ce résultat dans une société quand même hyper complexe, où à chaque instant, il y a un nouveau problème qui arrive, qui surgit? Comment ça se passe? Mais en réalité, ouais, c'est simple. Parce que les questions sont créées et posées par le système. Et c'est le système qui répond. C'est l'histoire, Daniel, de machine learning. Alors, si toi, sur ton smartphone, chaque jour, tu ouvres immédiatement et tu dis tout
toujours C'est la la même répétition chose, de la etc. Il te cache l'agenda setting et l'agenda cutting. Cutting signifie couper. Donc, il te coupe de tout le reste. Il te donne seulement ce que tu veux voir, apparemment, selon l'interprétation de l'algorithme et donc de la machine learning, qui est automatique. Donc, il ne se rend pas compte, par exemple, que moi, l'ordinateur, je l'ai déjà acheté. Il continue à m'envoyer ça pour un peu. Et si moi, au bout de 10-15 jours, je ne regarde plus ça et je veux regarder un paire de chaussures, je suis inondée, par exemple, par les chaussures. Tu comprends? Parce que c'est automatique. Par exemple, quand il arrive, je ne sais pas, une contravention qu'on ne doit pas payer pour une question de la... il les renvoie de nouveau parce que l'algorithme, il ne sait pas que tu as fait, tu as questionné, tu es allé faire le procès, tu es allé de juge de paix pour faire... Ils ne le savent pas, donc ils t'envoient toujours la même chose. Si tu n'enlèves pas cette chose de tout l'ensemble. Donc, le problème c'est que... Mais tu ne peux pas poser la question. Tu reçois, on te t'impose des images, et tu ne peux pas, par exemple, dire... Et je ne le veux pas. Je ne suis pas d'accord, j'ai une observation, est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Non. Non. Et c'est tout à fait totalitaire. Vous achetez le produit, ou bien vous ne l'achetez pas. Mais vous ne pouvez pas poser des questions. Ou bien, si donc, tu, par exemple, te dises, nous avons un répondeur, par exemple, si tu veux acheter une lave-vaisselle, un lave-linge, on a un répondeur, alors on dit, je téléphone. Alors je téléphone et on commence, c'est un disque qui me dit, si vous voulez savoir ça, poussez 1. Si vous voulez savoir là, poussez 2. Si vous voulez ça, alors tu poses 1, tu poses 2, tu as une réponse automatique. Alors tu dis, je veux parler avec une personne quand même. Tu passes les heures. Quand même, en Italie c'est comme ça, je crois que c'est la même chose. Et la personne n'arrive pas. Même c'est les premiers. Et quand vous avez finalement le numéro juste, le numéro 4, alors je pousse le 4 pour avoir la personne, c'est occupé. Ou bien la personne ne répond pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le peuple est manipulé en permanence. Nous avons les questions et les réponses en même temps. Donc, ils sont toujours en train de manipuler, de préparer l'opinion publique au mauvais coup qui va arriver bientôt. Oui. Et je pense qu'il y a des interprétations, des expressions qui ont disparu parce qu'on parle beaucoup de libéralisme. Mais ne pensez-vous pas que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme et nous avons le libéralisme? Et donc, on joue un peu sur les mots, en fait. Oui. Mais il est synonyme d'impérialisme. Mais on ne parle plus d'impérialisme parce que l'idéologie qui valorisait le concept d'impérialisme n'existe plus. C'est écoulé. Vous comprenez? Quand on parlait de l'impérialisme, nous, à l'école, à l'université, la FEANF, les associations congolaises, les associations marxistes européennes. Il y avait le marxisme. Le marxisme, le socialisme, qui était en opposition au capitalisme. Maintenant, il y a le triomphe du libéralisme depuis 1989. Donc, l'impérialisme n'existe pas. Et moi, n'existe plus. Je me souviens une fois oui, bien sûr, il existe, mais le concept n'a plus d'importance. Parce qu'à un certain moment, aux États-Unis, les Américains n'aimaient pas entendre ce terme. Mais quand il y a eu l'écroulement du bloc de l'Est, eh bien, à un certain moment, Donald Rumsfeld avait dit, et il était important, Donald Rumsfeld, il avait dit, l'impérialisme n'est plus une insulte. Ce n'est plus une insulte parce que être impérialiste signifie dominer, être le maître du monde.
qu'il avait pris dans la positivité de son point de vue. Il y a aussi quelque chose, ne pensez-vous pas que le fait que les masses populaires, les militants des partis politiques de gauche ne sont plus formés et éduqués comme auparavant, ne pensez-vous pas que c'est le résultat direct de cette passivité? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, quand j'étais jeune, je faisais l'école de parti. Il m'envoyait pour parler de Gramsci, de Marx, etc. Il m'envoyait dans les usines. Donc, j'ai fait tous ces cours aux ouvriers de l'Alpha Sud à côté de Naples. Et c'était très intéressant de faire les cours. Moi, j'étais toute jeune à l'époque, mais ils me mettaient vraiment, les ouvriers, ils me mettaient en difficulté. C'était très intéressant parce que, figurez-vous que moi, j'ai fait un cours sur le premier livre du Capital avec ces gens-là. Donc, ils me suivaient, ils me taquinaient, ils me faisaient poser des questions. Et c'était vraiment pour moi un enrichissement. J'ai appris beaucoup avec ces gens-là, beaucoup plus qu'avec les étudiants les plus jeunes. Et donc, vous voyez, il y avait ça, il y avait les discussions de toutes sortes, même si quelquefois c'était vraiment des discussions qui ne se terminaient jamais, n'importe quoi, etc. Mais on discutait. Donc, il y avait les journaux qu'on diffusait. On diffusait les journaux, donc on parlait avec les gens. Moi, je me souviens quand on diffusait le journal du parti, on allait autour et on parlait avec les gens. On lui consignait le journal et on disait, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a là, et que les gens parlaient avec nous. Mais maintenant... C'est-à-dire que, en 68, cette période-là, il y a eu ce qu'on appelle le libertaire libéralisme. Et ça a été cette confusion, vous voyez ce que je veux dire? À l'université, 68, jouir, interdit d'interdire, etc. Tous ces mouvements-là étaient intéressants parce que c'était Vietnam, il ne faut pas oublier qu'il y avait Vietnam. Donc il y a eu des travaux historiques aux États-Unis, en France, en sociologie, qui analysent rétrospectivement cette histoire-là. Et il y a une transformation des consciences, vous voyez ce que je veux dire, qui permet effectivement d'avoir pu voter Macron. Quand je l'ai milité aussi par rapport aux élections, j'ai eu des cadres parisiens qui me disaient, mais vous avez une belle gueule. Oui, mais ils ont voté sur l'apparence, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mimétisme. Ça, c'est les travaux de Girard aussi. Le mimétisme. Donc, je crois que c'est un travail de sciences humaines sur la transformation psychique des personnes qui finalement ne sont plus capables de pouvoir... tout est relatif, comme vous disiez. Elles ne sont plus du tout capables d'avoir un esprit critique, de réfléchir, parce que Macron, on savait qu'il était trop chill. Je veux dire, c'était pas une nouveauté, on savait beaucoup de choses déjà à ce moment-là. Donc comment des gens intelligents d'un certain niveau social ont pu me dire ça. C'est qui dit le sociologue. C'est une énigme sociale. Je pense que le grand verrou, le grand verrou, c'est peut-être le TINA-zérisme. Oui, parce que je suis souvent frappé dans mon entourage, parmi mes amis ou dans ma famille, on arrive quand même à, je ne vais pas dire à déstabiliser, mais à allumer une petite lumière dans l'esprit des gens avec lesquels on discute. Mais ce qui me frappe quand même, c'est que assez rapidement, les gens nous disent, mais comment faire autrement? Et c'est ça. C'est une fatalité. Tout à fait. C'est une fatalité. Par exemple, au niveau du progrès, on ne peut pas arrêter le progrès. Il faut reconnaître, moi je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas dire comment faire autrement. Je ne sais pas dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut se révolter contre le système. Il faut entretenir la critique. Mais quant à dire
quel doit être le nouveau système? Moi, je ne sais pas le dire. Non, mais Moi, j'ai ce C'est trop problème-là complexe, aussi. C'est trop complexe. J'ai ce problème-là quand je rencontre les Africains qui traversent la Méditerranée, qui meurent, qui survivent, et qui me rencontrent. Quand je vais les voir, je leur dis, bah, mais est-ce que vous êtes heureux maintenant? Ah non, nous ne le sommes plus. Mais avant, on pensait qu'en Europe, on pouvait tout avoir, on pouvait ramasser la terre. Alors, si on vous a trompé, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Et nous ne savons pas. Alors, je dis non, il y a des choses à faire. Vous devez faire une révolution. Alors, oui, je leur explique. Je dis, la révolution, ce n'est pas prendre les armes et se battre contre les institutions, contre l'État. C'est commencer par dire, est-ce qu'en Afrique, nous pouvons créer des petites choses pour survivre? Parce que nous avons tout en Afrique. Ce sont les Européens qui nous appellent, qui nous le disent. Alors, pourquoi vous ne trouveriez pas quelque chose à faire en Afrique, alors qu'en Afrique, nous avons besoin de bras pour se développer? Parce qu'il y a des Européens qui disent que nous sommes 2 milliards, alors qu'on est à peine 1 milliard. Ce qui mentent. Ah ouais, mais en réalité, l'Afrique, avec toutes les potentialités qu'elle a, toutes les richesses qu'elle a, elle a besoin de bras pour se développer. Alors si vous venez ici, eh bien, vous appauvrissez l'Afrique. Vous comprenez? En dehors du fait que, vraiment, vous perdez l'honneur, par exemple. Alors, toi, Daniel, qu'est-ce que nous... Et ça marche, ça marche. Alors, ça, c'est pour l'Afrique. Mais pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié Thuram jeudi passé, quand il a dit, et c'est ce que nous, on essaie aussi de faire, il faut aller dans les écoles. Il faut aller dans les écoles. C'est ce qu'on fait, nous, en Italie. Et nous, on le fait. Et je vous assure que ces petites classes-là, qui maintenant, ça fait 7 ans, 8 ans, dans le lycée, qui nous appellent tout le temps, et nous, on lui propose toujours des questions sur l'immigration. Cette année, c'est sur l'immigration, immigration. Mais, par exemple, sur toutes les problématiques de la Méditerranée, sur tous les problèmes de l'identité des jeunes, etc. Sur l'Europe, sur les rapports entre l'Europe, les rapports de force, etc. On lui propose ça et on ne fait pas seulement des cours, on fait venir aussi des témoins. Donc, quelquefois, on lui projette, par exemple, un documentaire et après on parle avec eux, et on lui fait voir. Parce que, quand même, nous avons la culture de l'image. Il faut tenir présent ça. Nous, on est habitués à écouter moi qui parle pour 1h30 ou 2 heures, mais les étudiants, figurez-vous, il faut être interactif, il faut être debout, il faut lui poser des questions, etc. Donc, il faut être très dynamique. Et moi, je pense que aller dans les écoles, d'abord, pour commencer là à faire entrer cette idée du doute et de la possibilité que nous avons de changer les choses. Ce n'est pas un optimisme utopiste, ça. C'est la confiance dans la raison humaine. Moi, je l'ai fait, je peux le faire. D'ailleurs, écoutez, si nous faisons une erreur dans notre vie, la seule chose que nous avons pour, disons, compenser cette erreur ou bien pour le corriger, c'est d'admettre qu'on l'a fait et d'essayer de dire, moi, oui, je me suis trompée. Mais si j'ignore de m'être trompée, ou bien je suis tellement narcissiste que je pense que tout ce que j'ai fait, c'est merveilleux, magnifique, indiscutable, donc c'est la pensée unique, alors dans ces conditions-là, et c'est évident que je suis vécue par ma vie. Je ne sais pas comment m'expliquer. Donc, avoir la maîtrise de notre existence, qui ça veut dire aussi de notre groupe,
de notre société, de notre communauté civile. Ça veut dire avoir la conscience qu'on peut changer les choses. Il faut comprendre comment. Alors, le comment, pour faire ça, il faut beaucoup travailler. Alors, je vous dis, nous, ce qu'on fait, c'est les écoles, les cafés philosophiques. Le café philosophique, ça veut dire le café dans les cafés. Donc, on pose des questions. Naturellement, on n'est pas... on pose des questions générales. Par exemple, maintenant, on va faire... Bon, le 29, je vais faire un café philosophique sur la peur de la diversité. Le thème général du café philosophique, c'est la peur. Donc, il y a eu quelqu'un qui a parlé de la peur comme émotion, moi je vais parler de la diversité, une autre va parler de la peur de la faim, une autre vient pour nous parler de l'instrumentalisation de la peur, etc. Donc, on prend les choses d'une manière qui ne soit pas directement politique, mais qui vient à la rencontre de la problématique sociale de ce moment. Et on essaye de faire raisonner et parler les gens. Il faut les faire parler. Parce que vous savez, la chose qui... Moi, vraiment, quand je vois que je fais une conférence, personne ne parle. Alors ça me fait peur. Ça me fait peur. Je me dis comment. Et les gens, ils ne disent rien. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Et à quoi ça sert? Moi, je viens, je parle, je me mets en discussion, en tout cas. Non, je m'expose. Vous pouvez me dire, toi, dis des bêtises. Mais alors l'autre, pourquoi il ne parle pas? Et alors là, ça me fait peur. Parce que je me dis, dans la tête des gens, ça travaille toute l'histoire, par exemple, qui on ne sait pas. Donc ils sont conditionnés. C'est vraiment, c'est le brouillard le plus total. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Et donc il faut tirer les gens dans le dialogue. Socrate, je ne vous dis rien d'autre. Bon, Socrate, c'est ce qu'il faisait. Il allait dans la rue, Platon, Aristote allait dans la rue, interpeller les gens et parler. C'est ça qui est né, notre philosophie. C'est comme ça qui est né. Donc, il faut quand même travailler sur cette possibilité. Et donc, je pense qu'il faut ouvrir de plus en plus des petits réseaux de réflexion. Les jeunes, les moins jeunes, ensemble ou non, etc. C'est ce que nous, on essaye de faire. En tout cas, je vous dis, quand même, nous, on est plus contents parce qu'on a l'impression de faire quelque chose. Parce qu'autrement, on a la dépression. Et de l'autre côté, je suis sûre qu'il y a sans doute quelqu'un, et on le voit, les étudiants sont très contents. Nous avons commencé, par exemple, avec un petit groupe de 20 étudiants. Maintenant, il y a 200 étudiants. Une autre école s'est ajoutée. Y compris les profs. Et y compris les profs qui viennent écouter toutes ces choses-là. Donc, ça marche. Donc, il y a une demande. Et la philosophie. On peut penser qu'aujourd'hui, on s'en fout totalement de la philosophie. Ce n'est pas vrai. Les gens se posent des questions. Parce que, de toute façon, on souffre. Et de toute façon, on a des problèmes. Et les problèmes, on ne peut pas les résoudre avec Internet ou le néolibéralisme, ou le marché. On souffre. Et la souffrance, ça me porte à me poser des questions. Inévitablement. Alors, si on socialise la problématique, et il faut l'individualiser, avoir la sensibilité, mais vous vous mettez ensemble, vous êtes plusieurs, c'est les amis de la liberté. Donc mettez là et vous dites, qu'est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que nous sentons? Non? Quelle est l'impression que nous avons? Quel est le sujet qui pourrait intéresser de plus? Et quelle est la chose à toucher? Et il ne doit pas être seulement théorique. Attention à ça. Parce que sinon, ils disent, ah, c'est ces gens-là qui réfléchissent. Il faut savoir, ça c'est une chose très, très importante, difficile, mais très importante, conjuguer la philosophie
je parle de la philosophie qui c'est ma matière, avec la problématique de l'existence. Et la philosophie, ce n'est pas une réflexion d'abstraction. La philosophie doit servir, disait un philosophe napolitain, au genre humain pour le soutenir et pour lui faire comprendre ce qu'il faut faire, l'aider à trouver les solutions de son existence. Donc c'est ça, c'est une philosophie militante. Ce n'est pas une... Et évidemment, nous devons faire pour que ça ne devienne pas une espèce de flux de conscience, il faut quand même conjuguer la sérieuxité de la préparation philosophique avec la problématique. Et c'est ça qui est notre, notre métier, à mon avis. Pas seulement d'écrire des livres, mais même les livres que nous écrivons. À quoi ça sert d'écrire des livres de philosophie que les personnes ne comprennent pas? Avec un langage exotérique qui rejoint seulement les initiés. Alors, moi, je trouve que ça ne sert à rien maintenant. Il faut, là aussi, trouver la mesure et répondre avec la recherche sérieuse aux questions que la réalité pose. Gramsci aurait dit, c'est faire philosophie et politique. Et politique en même temps. Parce que chaque temps, il pose des questions. Active. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Maria. Merci à vous. Merci de la patience. Vous nous donnez du courage, vous nous donnez la force de travailler. Il faut. Et de continuer. La 4e séquence, le 4 avril. C'est propre. Donc, le 4 avril. Il faut commencer.